Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire portant sur les DPEMD. Je vais vous présenter vos interlocutrices de ce jour qui vont vous présenter le webinaire. On a donc Claire Boutin, qui est directrice technique de notre filiale Cali Consult Immobilier, et Christelle Miranda, qui est chef de projet environnement de notre filiale Cardina. Voilà, qui sont là aujourd'hui pour vous faire cette présentation sur le DPEMD. Écoute, Claire, si tu es prête, on peut démarrer. Très bien. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous parler et vous présenter les tenants aboutissants du diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative des bâtiments, qu'on appelle plus communément le DPEMD. Voilà. Donc, on va, excusez-moi, dans un premier temps, replacer ce diagnostic dans son contexte, vous faire une présentation du dispositif réglementaire enfin complet, du diagnostic en lui-même et son contenu, et ensuite la déclinaison de la mission d'AMO, économie circulaire, sur ce diagnostic, sur ce sujet particulier. Donc, le contexte, c'est le contexte dans le secteur du bâtiment, des millions de tonnes de déchets qui sont générés dans ce secteur-là, donc 46 millions de tonnes, qui sont issus essentiellement de la démolition et de la rénovation, très peu de la construction neuve. Donc le DPEMD concerne aujourd'hui la démolition et la rénovation significative. On va voir ce que ça veut dire plus précisément. Voilà. Et ça, c'est par année. Donc, c'est énorme. Tout simplement, voilà. Tout simplement énorme. Un petit rappel des catégories de déchets qui sont concernés, qu'on peut rencontrer dans le secteur du bâtiment. Donc, on a les déchets dits inertes, qui représentent quand même une grosse partie des déchets qui sont générés dans le secteur du bâtiment. Les déchets non dangereux, pour 20% à peu près, et puis pour une plus petite partie, les déchets dangereux, dans lesquels on retrouve les polluants du bâtiment, par exemple l'amiante, pour parler d'un des plus connus. L'esprit de cette réglementation et de ce diagnostic, c'est vraiment de quantifier, trier, voilà, pour mieux organiser le chantier et ce qu'on fait de ce qui est généré par le chantier. La mise à disposition pour économiser les ressources naturelles, on va voir que c'est quand même ça qui est la priorité dans l'état d'esprit de l'économie circulaire et du DPEMD, c'est économiser les ressources naturelles, ne pas réutiliser, ne pas aller repiocher dans les ressources naturelles, et puis tracer ce qui est fait pour rendre compte. Voilà. Donc, le dispositif réglementaire a été long à se mettre en place. On a eu des lois depuis 2015, 2020. La dernière, c'était effectivement la loi climat et résilience en 2021, qui annonçait l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif au 1er janvier 2022, mais qui n'a pas eu lieu parce que était attendu un arrêté d'application. Voilà. Donc cet arrêté d'application, il a été publié fin avril de cette année 2023, le 29 avril 2023, daté du 26 mars. Voilà, donc c'était vraiment le dernier texte attendu pour l'entrée en vigueur du DPEMD et remplacer l'ancien dispositif qu'on appelait DGDD, le diagnostic de gestion des déchets de démolition, parce que cet arrêté abroge l'arrêté de 2011. Donc ce texte est très court, il a 7 articles. En revanche, il a 2 annexes, 4 annexes plus exactement, puisqu'on a 2 formulaires, un formulaire de diagnostic et un formulaire de récolement, chacun accompagné de sa notice explicative et qui constitue le corps principal de ce texte.
on va dérouler un petit peu. D'abord, un petit rappel des conditions d'éligibilité des opérations de démolition ou de rénovation significative qui peuvent être soumises à ce DPEMD. On a 2 conditions cumulatives et à chaque fois avec 2 critères à prendre en compte l'un ou l'autre. Donc la première condition, c'est la nature des bâtiments qui sont concernés dans votre opération. Ce sera soit une surface cumulée de plancher de l'ensemble des bâtiments, c'est ça la nouveauté par rapport au DGDD, hein. On parlait d'un bâtiment, là on parle d'opération, qui sera supérieure à 1000 m², ou bien si au moins un bâtiment a hébergé une ou plusieurs substances dangereuses à l'occasion d'une activité agricole, industrielle ou commerciale. Voilà. Donc ça, c'est première question à se poser. Est-ce que mon opération comporte des bâtiments dont l'ampleur est telle ou dont l'activité est susceptible d'être concernée par le DPEMD. Deuxième condition, donc si je réponds oui à la première, deuxième condition, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est une démolition ou une rénovation significative? Sachant que l'arrêté est venu définir précisément ce qu'on entend par démolition. On avait déjà une définition dans la réglementation antérieure, mais surtout la rénovation significative. Donc, une démolition, hein, c'est une démolition de la totalité ou d'une partie majoritaire du bâtiment. Là, en l'occurrence, ce ne sera pas la totalité ou la partie majoritaire d'un bâtiment, mais de l'opération dans son ensemble. Il faut bien réfléchir en opération. La rénovation significative, donc là, on a vraiment des critères très précis, c'est la destruction ou le remplacement d'au moins des éléments de seconde œuvre qui sont listés dans l'arrêté. Donc, ça sera à chaque fois plus de la moitié. Donc, soit surface cumulée des planchers ou des cloisons intérieures, mais qui ne déterminent pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage. Donc, ce n'est pas des éléments porteurs. Soit la moitié des huisseries extérieures, la moitié de la surface cumulée des cloisons intérieures, la moitié des installations sanitaires et de plomberie, la moitié des installations électriques, la moitié des systèmes de chauffage. Donc, si on a 2 de ces corps d'état dont on remplace ou détruit plus de la moitié, on remplit la condition de la rénovation significative. Voilà. Donc, à chaque fois, ça nécessite, quand on n'est pas sur une opération de démolition, ça nécessite d'entrer un peu dans le détail de ce qu'on veut faire pour voir si on est vraiment soumis au DPEMD ou pas. L'arrêté indique également les modalités de transmission. Je vous disais tout à l'heure qu'on trace ce qu'on fait. Donc, les modalités de transmission des diagnostics et des formulaires au CSTB. Dans le régime antérieur, dans le dispositif antérieur, on transmettait les informations à l'ADEME. Là, on change. On va sur une plateforme du CSTB qui a été mise en place tout exprès. Donc, soit par courrier électronique, soit donc à une adresse plateforme PEMD, soit en saisissant directement les PEM sur cette plateforme. Voilà. Donc, les modalités sont les mêmes, que ce soit pour le formulaire de diagnostic ou pour le formulaire de récolement. Donc, l'un doit être déposé avant la signature des devis ou passation des marchés de travaux, et l'autre maximum 90 jours après l'achèvement des travaux. De démolition ou de rénovation significative. Sachant que ça, c'est une obligation et de la responsabilité du maître d'ouvrage, mais je pense que Christelle vous en parlera plus précisément tout à l'heure. L'entrée en vigueur donc, de ce dispositif tant attendu n'était pas donc au 1er janvier 2022 comme annoncé dans la loi Climat et Résilience, mais au 1er juillet 2023, donc pour toutes les demandes d'autorisation d'urbanisme qui étaient déposées après le 1er juillet 2023. Voilà. Donc là, on est clairement, maintenant, au mois de novembre, on est clairement entré dans le dispositif. Sont associées à ces obligations des sanctions.
donc ne pas répondre à l'ensemble de ces obligations expose le maître d'ouvrage à une amende de 45 000 € et en cas de récidive à une peine maximale de 6 mois d'emprisonnement. Donc c'est vraiment l'idée de responsabiliser le maître d'ouvrage. C'est vraiment tout ce qui est dans ce dispositif et de sa responsabilité. Le diagnostic en lui-même et son contenu donc, était défini préalablement dans le Code de la construction et de l'habitation. Alors, je ne vous l'ai pas remis, mais c'est un décret du 30 juin 2021, le décret 2021-872, donc, qui a fait opérer une refonte du CCH et qui a inscrit le DPEMD dans ce code. Donc, on a des éléments qui existaient déjà avant dans l'ancien système, des GDD, ancien dispositif. Donc, on a l'estimation de la nature, la quantité, la localisation dans l'emprise de l'opération de tout ce qui est matériaux, produits de construction, équipements constitutifs. Donc, ça, c'était quelque chose qui était déjà à faire, qui faisait déjà partie du dispositif précédent, mais on ajoute des petites nouveautés. Par exemple, on indique la fonction de ces matériaux, de ces produits de construction, de ces équipements. On va faire une estimation de leur état de conservation. Voilà, s'ils sont neufs, s'ils sont anciens, etc. Un état, s'ils ont des anomalies. Et puis, de leur fonctionnement pour ce qui est équipement. Attention, c'est un fonctionnement basique. Ça marche pas. On ne va pas aller faire un état de la conformité de l'équipement par rapport à la réglementation. Mais ce sont vraiment des éléments nouveaux et qui vont dans le sens de la priorité du diagnostic qui est le réemploi. Voilà. Est-ce que je peux réemployer l'état de conservation et l'état de fonctionnement, c'est quand même un critère important. Donc, voilà, l'idée c'est indiquer les possibilités de réemploi et c'est ce qui arrive en premier et c'est ce à quoi on doit penser en premier. Voilà, l'idée, l'esprit du texte, c'est ça. C'est est-ce que je peux réemployer les matériaux, produits, équipements qui sont dans les bâtiments existants et que je vais déposer. À défaut du réemploi, on indiquera d'autres filières possibles de réutilisation, valorisation, que ce soit, repartir sur refaire de la matière première, on peut faire ça sur différents matériaux, par exemple des carreaux de plâtre, vous pouvez en refaire de la ressource plutôt que d'aller repiocher dans les ressources naturelles. On refait une matière première. On peut valoriser, on peut faire de la valorisation énergétique aussi. Voilà, l'idée c'est que ne termine vraiment en bout de cycle déchets que ce qui n'est vraiment ni réemployable, ni réutilisable, ni valorisable. Et donc, dans le diagnostic, on va indiquer des filières. Alors, le réemploi peut être sur le même site, parce que le maître d'ouvrage a un objectif de réemployer ce qui est déjà sur son site, pour éviter d'aller chercher ailleurs et puis de déplacer les matériaux, ou alors les mettre à disposition éventuellement. Donc, on va aller chercher des filières, par exemple, de réutilisation. Il y a beaucoup, c'est un secteur très dynamique. Il y a beaucoup d'entreprises qui se montent. Il y a en local, tous les jours, il y a des nouvelles entreprises qui se montent sur la récupération, la remise en état, la mise sur le marché, ou alors la fabrication d'autres éléments avec ce qu'on récupère sur des opérations de démolition ou de rénovation. Ce diagnostic doit aussi indiquer les conditions de dépose, de stockage, de transport, donc effectivement toutes les conditions de mise à disposition dans tous les cas, que ce soit réemploi, réutilisation, recyclage. Et alors, ce qui était attendu par la filière, notamment par les diagnostiqueurs, de savoir ce qu'entendait le législateur par donner les conditions techniques et économiques prévues pour permettre le réemploi et l'utilisation. Vraiment, il y avait une définition, en tout cas un contenu de ces conditions qui était attendu. Et on a eu des précisions dans
les notices qui accompagnent les formulaires qui sont annexés à l'arrêté. Voilà. On a beaucoup d'informations, comme je disais tout à l'heure, l'arrêté est très court, mais on a beaucoup d'informations sur ce qui est attendu techniquement dans les notices qui accompagnent les formulaires. Voilà. Donc là, je vous ai mis un petit aperçu de ce qu'il y a dans ces formulaires, hein, des tableaux qui sont là-dedans avec les informations pour tout ce qui est PEM, donc produits, équipements, matériaux. Là, on parle de tout ce qui est réemployable. Voilà, le D vient après dans d'autres tableaux. Je ne détaille pas, hein, les formulaires, c'est fastidieux et pas très utile pour le coup, mais on reprend dans ces formulaires ce qui est les informations qui sont dans le diagnostic PEMD. Voilà, donc ce que je vous disais, on a dans la notice du formulaire de diagnostic la définition de ce qui est attendu en termes de conditions techniques et de conditions économiques à indiquer pour tout ce qui est réemploi, recyclage, valorisation. Donc, les conditions techniques, ça va concerner l'existence de guides pour toutes ces filières-là. Les bonnes pratiques, les recommandations de dépose, les méthodologies de stockage, etc. Voilà, on dira si on a un guide et on se servira de ces guides pour donner des indications dans le diagnostic. Les conditions économiques, là, c'est vraiment pour voir si le réemploi ou recyclage, valorisation ont un intérêt économique. On peut parfois avoir des coûts plus importants. On peut avoir des filières qui sont très éloignées de l'opération sur laquelle on travaille et où le bilan carbone va peut-être pas être très bon, etc., etc. Donc, c'est vraiment du cas par cas et de l'intérêt du réemploi et des pistes qui sont recommandées. J'insiste là-dessus, le diagnostic fait des propositions. Il n'y a pas d'obligation. Ce sont vraiment des pistes qui sont proposées. Il peut y avoir une évolution aussi de votre projet, par exemple, parce que le diagnostic intervient très en amont. Peut-être qu'au cours de la phase conception, vous pouvez avoir à modifier vos objectifs de réemploi, de recyclage sur site, par exemple, ou pas. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, mais ce sont vraiment des exemples. On a des guides qui sont soit édités par des fédérations, comme celui qui est ici, méthodologie diagnostique et d'évaluation des performances pour le réemploi des briques. Vous en avez d'autres sur d'autres matériaux, par exemple. Et puis, on peut avoir des initiatives locales. Donc, celui du haut, c'est un guide qui est sur la Normandie. Voilà. Vous pouvez avoir des éditions qui sont faites par des conseils généraux, des départements, etc. En local, vous pouvez avoir aussi parfois des aides sur des chantiers tests, mais ce sera vraiment du local. Il n'y a pas de subvention nationale prévue là-dessus. Concernant les conditions économiques, là c'est pareil, vous aurez multitude d'informations à aller chercher, enfin vous, ou en tout cas la personne ou l'entreprise qui établit le diagnostic aura multitude d'informations à aller chercher sur tout ce qui est prix, sachant que les prix en ce moment c'est compliqué. Déjà c'est compliqué d'une part parce que en termes de région on peut avoir des tarifs différents. En termes de filière, on peut avoir des tarifs différents aussi. Et puis, les prix en ce moment du bâtiment sont très fluctuants. Donc, voilà, il faut aller chercher des informations. Alors, on peut avoir Batiprix, on peut avoir Cyclup, on peut avoir différentes plateformes. C'est intéressant aussi d'aller voir les entreprises en local qui travaillent, qui récupèrent les matériaux ou les équipements pour aller voir quelles sont les conditions économique, voilà, est-ce que ce sont eux qui se déplacent pour venir chercher, est-ce qu'il faut organiser du transport, voilà, donc il y a beaucoup de recherches à faire en permanence parce que c'est vraiment un secteur qui bouge beaucoup. Voilà. Donc voilà pour la partie diagnostic.
je vais laisser la parole à Christelle, qui va vous présenter, pour aller plus loin, l'AMO, assistance maîtrise d'ouvrage, économie circulaire. Merci Claire, bonjour à tous. Alors, comme vient de l'exposer Claire, suite à ce diagnostic, donc vous, en tant que maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage doit déposer son formulaire. Donc soit de deux manières différentes, soit sur la plateforme du CSTB directement, ou soit en l'envoyant par email sur une adresse email dédiée, avant l'acceptation des devis ou la passation des marchés de travaux. Vous avez la possibilité de donner aussi la délégation à un AMO. Soit vous le faites en tant que maître d'ouvrage, vous le faites directement, soit vous avez la possibilité de déléguer cette partie-là. En parallèle, lors du montage d'une opération de démolition ou de rénovation, Je crois qu'il y a eu un souci avec Christelle. Alors, attendez, on va reprendre. Ah, je suis désolée, je pensais que c'était moi qui... Non, pas de souci. Christelle, si tu nous entends, est-ce que tu peux réactiver ta caméra? Et le micro, c'est bon. Oui, super. Je crois qu'on on te voit et on t'entend de nouveau. Alors, voilà, je disais, donc en parallèle du montage de ces opérations, que ce soit de démolition ou de rénovation significative, comme il y aura certains gisements qui auront été identifiés dans le diagnostic, le maître d'ouvrage aura certainement une ou plusieurs stratégies d'organisation à prévoir. C'est-à-dire que parmi les matériaux et les équipements identifiés comme réemployables ou réutilisables, le maître d'ouvrage aura certainement des choix à faire si ces matériaux, ces équipements vont être réemployés in situ ou sur d'autres chantiers. Concrètement, si dans mon diagnostic j'ai identifié des équipements électroniques qui sont neufs ou quasi neufs, je les récupère et je peux les installer sur un autre de mes bâtiments. C'est un exemple. Donc là, il s'agit bien de préciser dans le CCTP associé, lors du montage de l'opération, les précautions de dépose, leurs conditions de stockage et puis éventuellement leurs conditions de transport en attendant leur nouvelle affectation. Alors là, je parle d'équipements électriques, mais on peut aussi parler de menuiserie extérieure où là, il y aura quand même une organisation un petit peu plus poussée. Non seulement en termes d'organisation, mais de description de dépose, qui va les déposer, est-ce que c'est une entreprise spécifique? Et il y aura certainement peut-être un protocole spécifique à rédiger. Voilà. On peut même, si la maîtrise d'ouvrage souhaite entrer dans une démarche environnementale complète, la rendre contractuelle et rédiger une charte environnementale ou une charte qu'on peut appeler économie circulaire, qui peut détailler toutes les bonnes pratiques à adopter en phase chantier. Et donc, on va y retrouver ces précautions de dépose, ces précautions les modalités du tri, du transport, mais aussi, on peut y retrouver toutes les modalités phase chantier, c'est-à-dire combien j'ai besoin de bennes, pour quels déchets, les déchets inertes, déchets banals, déchets dangereux, etc. Et puis, détailler les mesures préventives spécifiques pour éviter aussi les nuisances aux riverains qu'on peut potentiellement faire aux riverains ou à l'environnement, tout simplement. Une fois cette phase réalisée, pour intégrer concrètement cette démarche dans la préparation de chantier, l'idée, c'est aussi de sensibiliser tous les intervenants. Donc, comme la maîtrise d'ouvrage aura l'obligation de remplir un formulaire de récolement en fin de chantier, l'idée, c'est que tous les intervenants soient sensibilisés au tri et au bon récolement de tous les bordereaux de suivi de déchets.
Et l'idée aussi, c'est de sensibiliser, si la maîtrise d'ouvrage rentre vraiment dans cette démarche environnementale, c'est de sensibiliser tous les acteurs justement à la bonne dépose, et puis voilà, savoir où on place, où on stocke ces matériaux, qu'est-ce qu'on en fait, vraiment coordonner un petit peu tous les intervenants du chantier. En phase chantier, toujours dans cette démarche d'économie circulaire, il y a un accompagnement aussi par un AMO qui peut être fait durant toute la durée du chantier pour coordonner toutes ces étapes du réemploi, pour coordonner aussi un petit peu tout ce qui est tri des déchets, pour vérifier tout ça, et vérifier avec la maîtrise d'œuvre d'exécution le bon respect de la charte ou du CCTP, des transports, de tous les PEM, et des déchets également, et voir avec toutes les structures qui vont récupérer les déchets, de la bonne diffusion des bordereaux de suivi de déchets tout au long du chantier. Et en fin de chantier, donc on en parlait tout à l'heure, c'est l'obligation du maître d'ouvrage de réaliser et de déposer ce document CERFA, donc toujours selon les mêmes conditions, donc sur la plateforme ou via l'adresse mail qui est dédiée à cela. Donc soit par la maîtrise d'ouvrage directement, soit par l'AMO désigné. Donc voilà. D'où l'utilité en amont de bien préparer ces documents qui sont nécessaires lors de la phase chantier et avec tous les intervenants. Voilà.